Alors, je vous dis bonjour à tout le monde. Je veux remercier le comité organisateur du colloque pour son invitation à venir partager avec vous aujourd'hui ma petite expérience du TCC et celle du PPH, le processus de production du handicap. Le PPH se veut un modèle de compréhension des relations qui existent entre une personne et son environnement. Et il explique en mots très simples les conséquences de ces phénomènes au plan des habitudes de vie, en termes de participation sociale et des situations de handicap. Ça fera bientôt 40 ans que je navigue dans le champ du handicap et de la réadaptation. J'ai d'abord grandi dans une famille qui refusait de rapetisser et qui, au départ des plus vieux, est devenue famille d'accueil pour enfants et adolescents avec des incapacités sévères. À la fin du printemps 1974, au hasard d'un emploi déniché dans un centre de réadaptation, je suis arrivé dans une fonction d'éducateur qui m'a révélé ce que j'allais devenir au plan professionnel. C'est ce que j'ai perfectionné d'abord à travers l'éducation spécialisée et ensuite avec la psychoéducation. À l'époque, je ne voyais pas très bien ce qui caractérisait les personnes qui ont subi le TCC. Travaillant dans un centre de réadaptation pédiatrique, j'avais devant moi des jeunes qui présentaient toutes sortes d'incapacités physiques, cognitives, comportementales. À vrai dire, je ne les trouvais pas très différents des autres, qu'ils soient porteurs d'une paradis cérébrale, d'une dystrophie musculaire ou quoi d'autre. Tous les professionnels de l'équipe multidisciplinaire à laquelle j'appartenais tentaient de conjuguer connaissances et compétences afin d'aider les jeunes TCC à se réadapter, à réapprendre à fonctionner. Or, lorsqu'on dit réadapter, réapprendre, ça suppose forcément qu'il y a quelque chose qui était avant. C'est quelque chose, et que cet avant-là était adapté. On peut faire l'hypothèse d'un parcours de vie ordinaire, soudainement marqué par un événement grave, venu désorganiser tout à coup un cerveau en plein apprentissage, et court-circuiter un développement personnel jusqu'alors relativement harmonieux et sans histoire. Je dis relativement parce qu'il va de soi que la vie d'une personne qui va subir un TCC n'est pas une page blanche, et elle comporte déjà une infinité de variables qui influenceront son développement et sa réadaptation après le TCC. Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'idée de rupture, de bouleversement. Et de manière très empirique, nos premières expériences TCC nous laissaient par ailleurs entrevoir qu'une approche spécifique serait appropriée. Un matin de décembre 1981, j'ai été confronté plus dramatiquement au traumatisme crânio-cérébral. Ma belle-sœur Louise venait de quitter sa maison pour aller conduire sa petite fille à la garderie et la route glacée sur laquelle elle s'est engagée l'a menée tout droit à la catastrophe. Après 2 interminables semaines, Louise a émergé péniblement d'un coma profond. S'en est suivi une période de grande confusion et de désorganisation qui nous maintenait, son mari et nous les proches, dans un état de profonde angoisse. Qu'est-ce qui va arriver avec elle? Comment va-t-elle s'en sortir? Qu'est-ce qu'on va faire? Les regards inquiets se tournaient spontanément vers ma conjointe et moi, qui sont tous deux du milieu de la réadaptation, dans l'attente que nous ayons des réponses. Humblement, je savais qu'on ne peut jamais savoir, qu'il est impossible de prédire ce qui va arriver. Mais on voulait nourrir l'espoir, et déjà, mes premières années d'expérience m'avaient permis d'être le témoin de plusieurs récupérations spectaculaires. Alors pourquoi pas Louise? Toutefois, comme le dit Bruno Bettelheim à propos des interventions en santé mentale, l'amour ne suffit pas, et c'est vrai aussi en réadaptation. Il fallait donc trouver ce qu'il y a de mieux pour elle. Je me suis souvenu d'un projet de recherche TCC en démarrage et j'ai tenté tout ce que je pouvais pour qu'il y soit admis. Heureusement, mes démarches ont porté fruit. Ce programme expérimental de traitement dont Louise a profité a été précurseur à l'implantation des programmes SAC à partir du milieu des années 80. En 1987, lorsque l'hôpital juif de réadaptation de Laval a lancé son programme Transac, je me suis tout de suite porté candidat pour faire partie de l'équipe. Bien entendu, je faisais de mon mieux pour soutenir la reprise des habitudes de vie des personnes que nous recevions en Transac. Responsable du volet résidentiel, je voulais profiter de tous les moments de vie comme autant de lieux d'apprentissage, de revalidation des compétences. Participation des résidents aux tâches domestiques, repas et activités partagées en groupe, gestion de l'agenda, sorties, groupe d'habileté sociale et j'en passe. Tout cela était très en lien avec mon champ professionnel, mais pour ma part, je restais sur ma faim. Lorsque le client obtenait son congé du programme et qu'on lui souhaitait bonne chance, j'avais senti que quelque chose demeurait inachevé. Je commençais à me sentir à l'étroit aussi dans le cadre institutionnel et ça m'a donné une idée. Développer en pratique privée un service complémentaire d'accompagnement dans le milieu de vie des gens
pour leur permettre de faire le pont avec la vraie vie, avec leur vie. Il y avait là de véritables besoins de soutien, tant pour la personne TCC que ses proches, et je les ai reçus comme autant de défis à relever. Depuis 1987, il se sera donc passé 25 ans pour moi aussi. 25 années au cours desquelles je me suis particulièrement intéressé au parcours des victimes d'un TCC. D'abord en solo ou presque, puis depuis 2000 avec une équipe formidable de psychoéducateurs et psychoéducatrices avec qui je partage ma passion et mes valeurs professionnelles. Au fil du temps, qu'avons-nous appris? Essentiellement, les personnes qui ont subi un TCC nous ont enseigné 5 grands principes que je vous résume ici et que je vais ensuite développer un peu. Tout d'abord, les personnes nous ont dit ceci. Quand des interventions me sont offertes, que ce soit avant, que ce soit pendant ou après ma réadaptation, elles ne doivent pas uniquement viser à réduire mes incapacités, sans tenir compte également de mon environnement, de ma réalité. Parce qu'au final, ça ne donnera pas grand-chose. Bien sûr, j'aurai à composer avec mes incapacités toute ma vie. Alors évitons d'y investir toutes nos énergies et cherchons plutôt comment les contourner, comment faire avec. Qu'on s'occupe de mes bobos, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les restes? Qu'est-ce qu'on fait de mes forces, de mes talents? Deuxièmement, on dirait que depuis l'accident, ma vie n'a plus de sens. Et j'ai besoin qu'on m'aide à retrouver ce sens. C'est-à-dire une direction, établir un but. Il faut que je développe un véritable projet de vie et que j'ai choisi librement. Ce projet de vie qui va naître sera ce qui me permettra de redéfinir qui je suis maintenant, de me reconstruire une identité bien à moi. Quatrièmement, à travers l'expérience vécue, et aussi grand que soit le soutien dont j'aurai peut-être besoin, il faudra qu'en retour, je puisse moi aussi apporter mon aide aux autres. J'ai besoin de vivre un authentique sentiment d'utilité. Finalement, je ne suis pas seul dans l'aventure. Il y a aussi ma famille, il y a mes proches qui auront besoin d'être épaulés, d'être guidés. Alors, il faut les aider à m'aider. Les 25 ans que vous célébrez à travers la tenue de ce colloque nous offrent un moment privilégié pour prendre conscience du chemin parcouru depuis les premiers balbutiements des programmes spécialisés en réadaptation des personnes TCC. Et que très certainement l'AQTC aura influencé par sa présence, par son rôle conseil auprès des programmes, par son rôle de vigie et de représentation. Ce quart de siècle d'avancée clinique en matière de traitement du TCC est d'ailleurs à peu près synchrone dans tous les pays développés. Cela dit, le Québec s'est démarqué particulièrement par son leadership en cette matière. Je crois bien pouvoir affirmer sans trop me tromper que nous sommes, sinon les seuls, probablement les premiers à avoir développé un tel réseau de programmes et services dédiés spécifiquement aux personnes victimes de TCC, y incluant d'audacieux projets de recherche destinés à soutenir le développement des meilleures pratiques cliniques. S'il est permis de s'attrister que la SAC ait réduit ses engagements initiaux, il faut par ailleurs reconnaître que l'héritage demeure en bonne partie et qu'il est d'une grande richesse. Et il y a de quoi se réjouir que si le Québec a innové durant ces années avec ses programmes TCC, il s'est aussi démarqué par les travaux d'un petit groupe enthousiaste duquel a émergé le processus de production du handicap, désormais reconnu au plan international. Le PPH, comme on le nomme, nous aide à mieux cerner les enjeux gravitant autour des personnes qui présentent des incapacités et qui parfois, pas toujours, sont susceptibles de vivre des situations de handicap. Il faut comprendre que pour une majorité de gens, lorsqu'une personne a des incapacités, on dira spontanément qu'elle est une personne handicapée. Or, rien n'est plus faux. Une personne qui présente des différences fonctionnelles ou esthétiques n'est pas nécessairement en situation de handicap. Le handicap, lorsqu'il existe, n'est jamais une caractéristique de la personne, il est le résultat des interactions multiples de cette personne qui, avec ses forces comme avec ses difficultés, évolue dans un environnement donné qui peut comporter des obstacles, mais également des facilitateurs. Lorsque cette personne parvient à accomplir de manière satisfaisante ses habitudes de vie, on peut dire qu'elle est en situation de participation sociale. Si elle rencontre des difficultés qui entravent ou perturbent la réalisation, c'est seulement à ce moment qu'elle est en situation de handicap. Bien sûr, personnes handicapées fait partie du vocabulaire populaire. On a même ici un office des personnes handicapées du Québec. Et sur le fond, il reste fondamental de comprendre que ce n'est jamais la personne qui est handicapée. Le handicap appartient à une situation, à un résultat. Et cette logique de compréhension qui nous est acquise par le biais du PPH vient changer bien des choses
pour les personnes qui ont vécu un TCC, leurs proches et les intervenants. Il modifie totalement la lecture des situations, des problèmes vécus, des solutions à rechercher, parce qu'il nous donne accès à une nomenclature d'abord positive. Le PPH permet de nommer les forces de la personne, ses talents, d'identifier les ressources présentes dans son environnement. Et il nous invite à agir sur ces facteurs comme autant de leviers pour faire bouger les frontières. Voyons un peu comment. La simplicité du PPH comme outil de référence tient au fait qu'il est à la base un modèle anthropologique du développement humain. Toutes et tous, aujourd'hui, nous avons nos habitudes de vie. Manger, dormir, se laver, préparer les repas, jouer, étudier, travailler. Et toutes les personnes évoluent dans un environnement spécifique, que ce soit de vivre sous 3 pieds de neige 6 mois par année, ou avoir les pieds dans le sable, être seul ou avec d'autres, en situation de guerre ou de paix, dans la pauvreté ou la richesse. Enfin, comme individu, chaque personne est unique par le fait de ses caractéristiques personnelles et identitaires. Son poids, sa force physique, ses différences, son âge, sa religion, son histoire de vie. Notre évolution personnelle, notre capacité à exercer nos rôles sociaux et citoyens, aussi bien que nos banales activités quotidiennes, sont influencées par tout cela à la fois. Ne modifiez qu'un seul élément et vous allez tout changer. Perdez votre emploi, gagner à la loterie, développer une allergie au pollen, échouer un examen de qualification, tomber amoureux, et toute votre vie se trouvera transformée. Une maladie ou un accident grave, un traumatisme crânio-cérébral par exemple, est certes plus dramatique dans une vie, mais son impact suit la même logique. Il change la suite des choses. En langage PPH, un TCC signifie une altération des systèmes organiques, soit un système nerveux atteint dans son intégrité, désormais porteur de lésions plus ou moins sévères et dont la guérison est peu prévisible. Il en résulte une variation infinie dans les aptitudes de la personne. Il n'y a jamais 2 TCC identiques. Vous serez d'accord avec moi si je dis que les professionnels de la réadaptation ont acquis une grande expertise dans leur champ spécifique. Or, une large part de nos savoirs et savoir-faire porte sur le dépistage et le traitement de déficiences et incapacités. C'est ce que nous connaissons le mieux. Par voie de conséquence, nous dépensons beaucoup d'efforts et de ressources, tant humaines que financières, à la récupération des capacités, à la réparation des blessures, ce qui, de toute évidence, en laisse moins pour la suite des choses. Pourtant, d'importants besoins subsistent. Dans notre approche des problèmes engendrés par le TCC, nous avons tout avantage à ouvrir nos horizons et à chercher toutes les avenues possibles. En élargissant ainsi le regard, on répartit la charge, pourrait-on dire. Tout ne repose pas sur la personne. La persistance d'une incapacité ne signifie pas automatiquement une situation de handicap. Si je peux utiliser une autre compétence chez la personne, un facteur de son environnement qui faciliterait la résolution d'une difficulté, j'augmente assurément la probabilité de réalisation de ses habitudes de vie, donc de sa participation sociale. L'idée derrière tout cela, c'est de faire preuve de créativité pour chercher des solutions qui soient non seulement efficaces, mais aussi efficientes. C'est-à-dire, ce qui nous procure un maximum d'effets positifs pour un minimum d'énergie. Sans pour autant baisser les bras, il faut savoir faire preuve d'humilité professionnelle et se garder d'un acharnement qui ne bénéficierait qu'à nos égaux. Au travers d'innombrables suivis de personnes qui ont subi un TCC, j'ai appris qu'il est souvent bien plus facile d'adapter l'environnement que de changer la personne elle-même. C'est aussi la constatation faite par Weller et Corrigan, 2 chercheurs américains qui se sont intéressés dès les années 90 aux meilleures pratiques de soutien aux personnes ayant subi un TCC. C'est ce qu'ils ont baptisé la Whatever It Takes Approach, l'approche du « ça prend ce que ça prend », une approche fondée sur le gros bon sens. Leur méthode est toute simple. Elle consiste à partir des besoins de la personne pour fonctionner dans sa communauté, de chercher ce qui pose problème et de modifier ce qui peut l'être. Ainsi, ils nous racontent l'histoire d'un jeune adulte TCC nouvellement arrivé en appartement et qui parfois le matin se présente au dépanneur en pyjama, ce qui crée un malaise évident autour de lui et qui contribue à le marginaliser. Dans les faits, cet homme avait conservé comme séquelle une tendance à réagir sous le coup de l'impulsivité. Il n'était pas particulièrement colérique, simplement impulsif.
Et s'il se trouvait qu'au réveil, il lui manque de lait pour préparer le café, il sortait en acheter. Le comportement était installé depuis un bon moment. Son éducateur s'est demandé combien d'efforts il lui faudrait pour réussir à changer tout ça. Il s'est aussi questionné sur les impacts au plan de la relation avec les gens du quartier et il s'est dit qu'il n'avait plus beaucoup de temps devant lui avant que ne se développent des attitudes de crainte et même de rejet. Alors l'éducateur a proposé à son client d'utiliser un survêtement de sport comme pyjama. Notre jeune homme conservait sa routine du matin, lever, douche, habillage, déjeuner. Mais si pour une raison quelconque il oubliait d'enfiler un jeans avant de sortir, personne ne sursautait en l'apercevant. Un simple survêtement de jogging contribuait ainsi à diminuer les obstacles sociaux liés aux attitudes et donc facilitait sa participation sociale. On ne cherche pas à changer la personne, on modifie une variable de l'environnement. Une bonne stratégie pour y parvenir consiste à utiliser le PPH en inversant le modèle et donc en débutant notre réflexion à partir des habitudes de vie. Quelles sont celles qui fonctionnent bien? Quelles sont celles qui posent problème? Et avant tout, quelles sont celles qui sont significatives pour la personne? Il y a plusieurs années, je faisais partie d'une équipe de recherche sur les TCC. On avait eu l'idée d'examiner un certain nombre de dossiers clients mis dans le centre de réadaptation afin de vérifier ce qu'ils documentaient réellement. Comme base de référence, nous nous sommes servis du PPH afin de relever et classer tous les énoncés selon qu'il y a des questions de la personne, de son environnement, de ses habitudes de vie. Serez-vous surpris si je vous dis que la plus grande part du dossier documentait des informations du reste très pertinentes, mais qui portaient sur ses difficultés, ses problèmes, ses troubles, ses déficiences, ses incapacités. Et lorsqu'on trouvait des données sur l'environnement, ce qui ressortait davantage, c'était à propos des obstacles rencontrés, et bien peu sur ce qui pouvait servir de levier. Quand voit-on le CV d'un client apparaître dans son dossier clinique? Que sait-on réellement des talents et des forces d'une personne en consultant un dossier censé le représenter? Oui, je vous le redis, les informations dans les dossiers étaient très pertinentes mais insuffisantes pour préparer ce qui vient après la réadaptation. Je devrais dire également ce qui devrait en être la cible, c'est-à-dire le projet de vie de la personne. Je vous parlerai maintenant du sentiment d'utilité à travers le cheminement de M. L. Même si sa condition ne relève pas d'un véritable TCC, elle est très similaire. Son environnement de travail l'avait exposé de nombreuses années aux émanations de colle forte et de solvants qui avaient entraîné des troubles cognitifs importants, notamment au plan de l'organisation d'une tâche et pour s'orienter dans l'espace. Déclaré inapte à tout emploi, il restait à la maison. Derrière chez lui s'étalait sa magnifique forêt de 32 arpents, mais il n'osait plus s'y aventurer, car dès qu'il ne voyait plus la maison, il devenait totalement désorienté. À quelques reprises, sa famille avait même dû se mettre à sa recherche parce qu'il s'était égaré. Isolé donc dans sa maison, en dépression sévère, il était même considéré à risque suicidaire. L'épouse présentait forcément des signes de détresse importants. Dans un tel contexte, que peut-on faire? En procédant avec monsieur et son épouse à l'analyse de la situation sur la base toute simple du PPH, on a bien vite compris que son environnement, sa forêt, était un vrai labyrinthe. Alors, le fait d'avoir parmi ses facteurs personnels un trouble de l'orientation compromettait sérieusement les habitudes de vie, comme aller se promener en forêt ou faire du bois de chauffage. La famille, très inquiète de la sécurité de monsieur, croyait donc que la meilleure solution consistait à ne pas réaliser les habitudes de vie, puisqu'il en était incapable. Pas faux, sauf que l'impact psychologique était dévastateur pour monsieur. Après quelques rencontres, je lui ai dit ceci. J'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est qu'après avoir lu très attentivement vos rapports d'évaluation neuropsychologique et après vous avoir observé à quelques reprises, j'en viens à la conclusion que votre trouble d'orientation est bien réel et ça ne va pas s'améliorer. En d'autres mots, je ne crois pas que je puisse vous empêcher de vous perdre si vous allez seul en forêt. Mais je vous ai dit aussi que j'avais une bonne nouvelle. Et je crois que je peux vous apprendre à vous retrouver. En modifiant votre environnement, en y plaçant des repères, vous pourrez vous perdre 10 fois par jour et chaque fois vous serez capable de rentrer à la maison. Monsieur L, c'est un homme doux, docile, qui ferait n'importe quoi pour retourner en forêt. Il a grandi sur une terre, il est amoureux de la nature. Avec l'aide de ses proches, son épouse et ses deux fils adultes, nous avons installé un ensemble de repères, soit des rubans de couleurs vives,
pour marquer les limites de la terre, ainsi que de petites affiches indiquant par une flèche la direction de la maison et la distance à parcourir. En fait, j'ai choisi de ne pas m'acharner sur les incapacités de monsieur et de plutôt miser sur ses forces et sur son environnement. C'est tellement plus facile et plus payant au bout du compte. Et le résultat se mesure très concrètement en termes de situation de handicap dénouée, en participation sociale rehaussée. En quelques mois, cet homme dépressif a retrouvé un plaisir évident à vivre et à faire des choses qu'il aime. Il continue de se retrouver jour après jour. Ses incapacités n'ont pas changé. Mais il se sent plus indépendant et autonome. Mieux que ça, il a renoué avec le sentiment d'utilité. Car c'est lui qui fournit le bois de chauffage à toute sa famille et il en tire une énorme fierté. Tous, autant que nous sommes ici réunis aujourd'hui, nous savons à quel point la famille et les proches constituent une ressource précieuse pour la personne qui a eu un TCC. Dans notre langage PPH, on dirait que la famille et les proches font partie de l'environnement de la personne. Ils sont des composants fondamentaux en tant que facteurs humains. Et on sera à même d'observer leur influence sur tout le parcours de réadaptation. Leur présence ou leur absence fera toute la différence. Mais à elle seule, la présence ne suffit pas. Encore faut-il que ce soit un facteur qui facilite la reprise des habitudes de vie. Les craintes et angoisses, souvent très légitimes des proches, agissent parfois comme des obstacles au retour à la vie normale. Ceux qui prennent l'avion de temps à autre savent que si une dépressurisation survient, il faut d'abord prendre un masque à oxygène pour soi avant d'aider quelqu'un d'autre. C'est un principe de base. Alors dites-moi, comment les proches peuvent-ils aider si eux-mêmes sont en détresse? La famille, les proches requièrent qu'on en prenne grand soin parce que, contrairement à nous, les intervenants, leur action doit s'inscrire dans la durée. En conséquence, nous devons impérativement prévoir des mesures de soutien qui leur soient spécifiques. Je vais aussi vous dire un mot sur la résilience. Je sais qu'il en est question au cours de ce colloque et ça me réjouit vraiment, car à mon avis, on en parle trop peu. Boris Cyrulnik définit très simplement la résilience d'une personne comme étant sa capacité à rebondir après une épreuve de la vie. Retrouver l'envie d'avoir du plaisir, dépoussiérer ses outils, se mettre au jardinage, appeler de vieux amis pour prendre de leurs nouvelles, s'inscrire dans un cours de yoga, sont autant de comportements qui témoignent de notre résilience. Cette pulsion doit venir de l'intérieur, mais il n'est pas interdit de l'aider un peu à émerger. Voilà donc un rôle crucial que peuvent assumer solidairement proches, aidants et intervenants, en tout respect de ce que la personne souhaite pour elle-même. Ils deviendront alors ce que Cyrulnik nomme des tuteurs de résilience. Un peu comme un tuteur lié à un arbre, qui permet de grandir doucement, bien droit. Et tout d'abord, il m'apparaît fondamental de postuler que la meilleure façon d'utiliser un tuteur, c'est d'aller le planter là où se trouve l'arbre, et non pas de déraciner celui-ci. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que les interventions gagneront en efficacité si elles sont réalisées dans le milieu de vie de la personne. Et en installant un tuteur, il faut prendre garde aux racines de l'arbre, sous-entendant ici les origines, la culture, les valeurs personnelles. Avant toute chose, on sera attentif au tuteur qui sera choisi. Idéalement, il doit être plus résistant que l'arbre censé être soutenu. Les membres de la famille qui offrent leur support doivent donc se sentir en capacité de le faire. De la même façon, les intervenants externes doivent posséder des compétences particulières et demeurer vigilants dans leur modalité d'accompagnement. Juste assez, pas trop. À cet égard, proches aidants et intervenants, aussi créatifs et enthousiastes qu'ils soient, feront en sorte d'apporter un soutien approprié sans jamais imposer leur propre rythme. La personne ayant été cessée va trouver sa propre cadence. L'important est de répondre aux besoins exprimés sans aller au-devant. Il viendra peut-être un moment où le soutien ne sera plus requis à la même intensité. Et il faudra savoir s'ajuster. Enfin, en toutes circonstances, on gardera bien en tête que le projet de vie de la personne TCC doit par essence demeurer un projet autodéterminé. Sa valeur intrinsèque est liée au degré d'appropriation par la personne concernée. Nous, on peut faire valoir des opportunités, on peut ouvrir des possibles, mais sans jamais les imposer. On a refait ce matin, ensemble, un survol rapide de ce qu'est la participation sociale et comment le PPH peut la favoriser. Retenez que le PPH, ça n'est pas un outil d'intervention clinique ou professionnelle.
Le PPH n'appartient pas au milieu de la réadaptation. Bien davantage, il serait un modèle systémique de soutien des droits humains et de l'exercice de la citoyenneté. Le défi pour bon nombre de personnes qui ont vécu un traumatisme crânio-cérébral, c'est de redevenir membres actifs et agissants dans leur famille, dans leur communauté, en exerçant leur droit à s'autodéterminer au même titre que toute autre personne. En ce sens, le PPH favorise une vision globale et positive de la personne et de sa situation. Au-delà des incapacités qui vont demeurer, des difficultés, des problèmes qui risquent de surgir, le PPH peut nous aider à mettre en valeur les forces vives de la personne, ses capacités adaptatives, sa résilience, ainsi que toute la richesse des ressources qui font partie de son milieu de vie. Et je vous remercie infiniment de votre attention. S'il nous reste quelques minutes, je suis ouvert aux commentaires et aux questions. Alors, questions ou commentaires? De la main, j'ai ici quelqu'un à l'avant. On va vous donner un micro. Par qui vous nous dites que vous faites partie d'un organisme privé. Oui. Et donc, comment est-ce que vous faites régler? Bonne question. Ici au Québec, on a un système d'assurance publique, la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec, la CSST, la Commission de la santé et sécurité au travail, l'IVAC, la sélection de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, pour nommer que ceux-là, qui sont des ressources publiques et qui, parfois, vont faire appel aux ressources du privé pour compléter les interventions qui auraient été réalisées dans le réseau public. Il nous arrive fréquemment qu'en fin de parcours de réadaptation, lorsque les gens sont sur le point d'obtenir leur congé au centre de réadaptation, qu'on soit sollicité pour prendre le relais pour un certain temps. Alors, c'est comme ça que les services sont financés. Les assureurs privés également, de plus en plus, de mieux en mieux, sont en mesure de couvrir nos services. Et deuxième question, quand est-ce que vous vous installez en France? Je suis là dans 2 semaines, invitez-moi. Questions, commentaires? Moi, monsieur, son nom de famille. Robin. Mais ça peut être Jean-Pierre, c'est bon aussi. Excuse, Carl. Il y a quelqu'un à... Bonjour, je suis enchantée d'avoir appris autant de choses aujourd'hui, mais je me demandais aussi quelles sont les circonstances, vous croyez, face à quelqu'un qui a eu un sévère traumatisme crânien, quand l'entourage autour est déficient, en fait, qui est plutôt menaçant, destructeur, etc. Alors l'arbre est fragile, je prends l'image de votre arbre qui est fantastique, et les tuteurs ne sont pas des tuteurs comme ça qui aident à être droit, mais sont des flèches, des bombes psychologiques et tout. Est-il possible, moi je crois que oui, si vous voulez confirmer ma pensée, c'est que dans ces moments-là, on dirait qu'il y a une force vive qui peut naître en la personne, et comme le tuteur s'impose en soi. Le tuteur qui fait la force vive pour revenir à la vie, qui est le corps, qui est extrêmement fort dans certaines situations, souvent en fait, qui peut devenir une force vive psychologique pour dire « Oh, la personne est mère ou père de famille, attention, forteresse psychologique, aller chercher de l'aide, évidemment, si la nature est plutôt passive, soumise après le TCC. J'ai appris qu'on peut être soit passif, soumis, ou bien plus colérique, agressif. Mais si on est plus passif, soumis, ben le courage de ne pas nier trop longtemps que, oh, fait, j'ai besoin de... Comment on les appelle, les hommes forts, des gendarmes, dans les associations. Voilà. Je suis très sensible à votre commentaire sur l'environnement de la personne, sur ce qu'il y a autour d'elle. C'est un élément qui m'apparaît fondamental. Puis, je vous dirais simplement, on va rester dans la métaphore de l'arbre, que quand on veut faire pousser des arbres, c'est pas l'arbre qu'on arrose, c'est la terre qui est autour.
Puis pour nous, pour l'intervention qu'on a choisi de faire, c'est vraiment de travailler avec les ressources du milieu de toutes les façons possibles. Il n'y a pas deux individus qui ont le même parcours, alors on s'ajuste. On est très conscient qu'on ne va pas pouvoir, on ne va pas mettre de l'avant des objectifs d'intervention qui seraient les nôtres. On parle des besoins de la personne et surtout, on se rend compte de sa réalité. Comment faire changer quelqu'un, de l'amener à être plus actif, à s'impliquer socialement, si elle est en précarité financière, si elle est à risque d'être évincée de son logement. Alors, notre gros bon sens comme intervenant, c'est de voir où sont les urgences, de travailler d'abord là-dessus, d'apaiser les tensions quand il y en a. Puis on passera aux objectifs plus nobles après. Dans un premier temps, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de poser les choses et puis d'aller vers une solution qui soit dans le contexte la plus utile pour la personne. Dernière question.